Bonjour à tous et à toutes, et en particulier à ceux qui nous écoutent régulièrement sur notre chaîne Astronature 49. C'est le moment de s'intéresser aux observations à réaliser en ce mois d'octobre 2023. Et au programme de ces éphémérides, le majestueux balai des lunes galiléennes devant Jupiter, une éclipse partielle de lune et une riche liste d'essaims météoritiques. Pour en parler avec moi ce mois-ci, eh bien, je suis en compagnie de Pascal et de Mathieu de la chaîne YouTube L'Explorateur du ciel. Messieurs, bonjour. Bonjour. Plus Et de nous taille. saluons bien sûr aussi Robin, qui a pu se libérer ce mois-ci, mais on pense tout de même bien à lui. Eh bien, sans plus tarder, on va pouvoir commencer avec ce premier événement qui a lieu le 13 octobre. Il s'agit donc du transit simultané des lunes Ganymède et Io devant Jupiter. Alors, eh bien, Mathieu, on peut commencer peut-être par dérouler le menu de cette nuit. Alors, tout va se passer en fait dans la seconde moitié de nuit, donc le matin du 13. Jupiter a basculé à ce moment-là au méridien ouest, mais reste encore assez haute et ne sera pas couché au lever du soleil, bien évidemment, puisque l'opposition n'est pas encore passée. Alors, c'est donc le lever de ce dernier, d'ailleurs, qui stoppera naturellement vos observations. Donc, tout commence à 3h54 heure légale, avec l'entrée donc de l'ombre de Ganymède devant le disque de Jupiter. Ensuite, à 5h42, eh bien, ce sera la sortie de cette même ombre de Ganymède, suivie 2 minutes plus tard par l'entrée de l'ombre de Io. À 6h17, eh bien, c'est le début du transit de la Lune Io devant le disque de Jupiter. Et à 6h35, eh bien, c'est au tour du transit de la Lune Ganymède devant Jupiter. Vous voyez qu'il y a un écart entre le passage de l'ombre devant la planète, enfin sur la planète pour être plus précis, de l'ombre portée, et de la Lune elle-même, quelque chose comme, donc j'ai noté, voilà, 2 heures et demie d'écart environ. Et puis enfin, cela se terminera à 7h26 avec la fin du transit de la Lune Ganymède devant Jupiter. Les sorties de la Lunio et son ombre ne seront pas visibles à cause de la perte de contraste qu'entraînera le lever progressif du Soleil. C'est pour ça que je n'ai pas été plus loin dans le déroulé donc du programme de cette nuit, enfin plus exactement de cette matinée du 13. Alors notez que Io et son ombre traverseront Jupiter parallèlement à la bande équatoriale sud et que Ganymède et son ombre eh bien, transiteront à l'extrémité du pôle sud de la planète. Voilà. À ce moment-là, la GTR passera au méridien central à 4h10, heure légale française, là encore. Donc voilà, un spectacle qui sera rehaussé par toute la beauté que présente Jupiter et le balai de ses lunes, bien évidemment, devant le disque de la planète. D'accord. Alors, quel type d'instrument on pourrait avoir au minimum pour pouvoir l'observer? Alors pour observer les éclipses en elles-mêmes, il faudrait un télescope d'au moins 100 millimètres d'ouverture pour voir les éclipses en elles-mêmes, c'est-à-dire les ombres portées. Pour voir les lunes qui passent devant le disque de la planète, les ombres, je le dis en passant, vont apporter du contraste sur la planète. C'est pour ça qu'avec des petits instruments, on va pouvoir observer le passage de ces ombres. Les lunes sont nettement moins contrastées, surtout en passant devant les nuages de Jupiter, d'autant plus que la luminosité apparente s'effondre complètement. Donc, tout cela fait qu'il vaudra mieux avoir un télescope d'au moins 200 millimètres, sans doute, pour arriver à voir les lunes en elles-mêmes passer devant le disque de Jupiter. D'accord. Donc, merci pour cette information. Et peut-être une astuce à partager avec nous pour ce phénomène? Oui, eh bien, à la capture, on veillera juste à avoir un histogramme qui sera au moins à 50%
sur le logiciel d'acquisition, voire un petit peu plus, mais attention toutefois à ne pas dépasser un maximum de 70 à 80%, sinon vous risquez de cramer la planète, ce qui serait dommage puisque eh bien, vos images brutes ne seront plus exploitables au traitement. Tout ça, en fait, c'est juste pour éviter les rebonds que vous pourriez avoir au traitement, notamment sur les lunes qui ont des disques apparents relativement petits. Merci donc Mathieu pour le partage que tu as pu nous faire. En tout cas, nous allons pouvoir continuer maintenant avec le 21 octobre, où a lieu le maximum de la pluie d'étoiles filantes des Orionides. Et donc, Mathieu, est-ce que tu peux nous donner quelques détails sur cette pluie d'étoiles filantes? Alors, on les appelle aussi les états aquarides d'automne. C'est ce que j'ai découvert en préparant eh bien, cette petite intervention sur cette pluie d'étoiles filantes. C'est en fait une pluie d'étoiles filantes qui a été découverte au mois d'octobre 1839. Donc, ça fait maintenant eh bien, plus de 160 ans, si je ne me trompe pas. Et cette pluie d'étoiles filantes des Orionides provient en fait d'un nuage de poussière qui a été lâché sur l'orbite terrestre par la fameuse et célèbre comète de Halley qu'on ne présente plus. Alors la période d'activité de cette pluie d'étoiles filantes des Orionides, c'est-à-dire le moment où la Terre passe en cheminant sur son orbite au sein de ce nuage de débris lâché par la comète de Halley, eh bien, va du 2 octobre jusqu'au 7 novembre. Et tous les ans revient à la même période. Alors, le taux horaire zénital moyen est variable. Cela dit, ces dernières années, il a eu tendance à se stabiliser autour de 20 météores par heure. Mais parfois, selon les années, eh bien, cela peut monter à 50, voire 70 météores par heure. Alors, ce sont des étoiles filantes qui sont quand même relativement rapides, 66 km/s. Autant vous dire que vous n'aurez pas le temps de vous détourner si vous apercevez quelque chose du coin de l'œil. Il faut vraiment tomber au bon moment pour voir ces étoiles filantes parce qu'elles traverseront le ciel à une grande vitesse. Je rappelle que la vitesse des étoiles filantes est variable en fonction de l'angle à partir de laquelle eh bien, ces étoiles filantes plongent dans l'atmosphère terrestre. Cette vitesse peut varier entre 20-30 et 60-70 km/s. Voilà, 70 km/s étant la vitesse maximale. Les Orionides, 66 km/s, seront donc des étoiles filantes très rapides. Alors, où chercher ces étoiles filantes? Eh bien, commencez déjà par repérer la constellation d'Orion et notamment l'étoile Bételgeuse. En fait, le radian se situera un petit peu en haut à gauche de l'étoile Bételgeuse. Alors, évidemment, c'est le radian, donc c'est le point d'entrée, le point d'impact de ces étoiles filantes, mais ensuite, ces étoiles filantes vont rayonner dans toutes les directions. Donc, attendez-vous à en voir un petit peu partout dans le ciel. Voilà, donc il n'y a pas forcément de région précise sur laquelle s'attarder plus particulièrement. Quant à la Lune, eh bien, la Lune sera en phase de premier quartier, donc cela ne gênera pas les observations puisque la Lune ne sera visible qu'en première partie nuit et que eh bien, cette pluie d'étoiles filantes des Orionides, il faut attendre que la constellation d'Orion se lève. C'est plutôt en seconde partie de nuit, donc que cette pluie d'étoiles filantes sera la plus intéressante. Voilà, et ce mois-ci, eh bien, on sera gâté par les pluies d'étoiles filantes, il y aura plusieurs d'autres, et notamment on peut citer celle des Draconides, avec un pic le 9 octobre, et donc elle se trouve dans la constellation du Dragon, et ce mois-ci, donc on attend un taux horaire zénital moyen de 10 météores par heure. Voilà donc ce qu'on pouvait dire pour ces pluies d'étoiles filantes. Et pour terminer avec les événements, on a ce dernier événement qui a lieu le 28 octobre. Et il s'agit donc de l'ombre de la Terre qui va grignoter un petit morceau de la Lune. Alors, il s'agira de la pleine Lune cette nuit-là, et vous l'aurez donc compris, euh, elle nous gratifiera d'une éclipse. Mais c'est une petite éclipse tout de même, puisque seulement 10% de la surface lunaire sera temporairement plongée dans le noir. Tu peux donc euh, s'en dire un peu plus, Pascal. Effectivement, hein,
si tu fais l'émission à ma place, tu as presque dit l'essentiel là. Alors effectivement, on parle de cette éclipse partielle, et comme tu l'as dit, hein, c'est pas majeur puisque c'est seulement 10% du grignotage, mais c'est quand même un événement qui est très intéressant. On va voir d'ailleurs pourquoi tout de suite. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? Quelle configuration nous avons au niveau de nos trois astres pour avoir justement cette éclipse lunaire, de lune? Eh bien, il faut tout simplement que nos trois astres soient alignés, c'est-à-dire le Soleil, la Terre et la Lune. Et effectivement, à ce moment-là, la Terre eh bien, va faire un cône d'ombre dans lequel tout simplement notre satellite va passer. Alors, pas entièrement là, puisque c'est pas très bien aligné, et c'est pour ça qu'elle va passer, selon ce que disait Nathan, pour 10%. Mais c'est quand même intéressant parce que à ce moment-là, la Lune va avoir un aspect inhabituel tout en étant pleine, comme Nathan l'a souligné, eh bien, elle va s'assombrir progressivement. C'est le fameux grignotage dont Nathan parlait. Alors, cela va se situer entre 20h et 21h30. Et puis ensuite, la Lune va entrer vraiment donc dans l'ombre à ce moment-là. Et elle va faire apparaître une ouverture ou une échancrure, si vous voulez, d'abord plus sombre dans un premier temps, et puis notamment vers son pôle sud, eh bien, nous allons peut-être voir des teintes rouge-orangé. En fait, un aspect cuivré ici. Et à ce moment-là, pour les amoureux de la Lune, eh bien, c'est le moment magique. C'est le moment, effectivement, à ne pas rater. C'est d'autant plus une observation facile que, d'abord, les horaires sont vraiment adéquate, hein. C'est un événement qui, en tout, va durer presque 4h30. Mais les moments les plus importants, on peut les rappeler. Le début de cette éclipse, 20h02. L'entrée dans l'ombre va se faire donc à 21h35 et le maximum de l'éclipse à 22h15. Ensuite, il va y avoir la sortie progressive du cône d'ombre, donc jusqu'à 22h52. Et puis la sortie définitive qui marquera la fin de l'éclipse, donc à 0h26. Et je disais que cette observation va être très facile parce que on peut d'abord le voir à l'œil nu, et puis bien évidemment, c'est beaucoup plus confortable et on verra beaucoup plus des détails si on prend effectivement des jumelles ou bien sûr le summum, c'est de se munir d'un petit télescope pour pouvoir justement, aux alentours de 22 heures, enfin dans son maximum, hein, on l'a dit 22h15, d'essayer d'apercevoir justement cette fameuse échancrure cuivrée. Du coup, Pascal, ma dernière question, nous sommes bien d'accord que dans cette configuration, la Lune ne prend pas de teinte plutôt cuivrée comme c'est le cas lors d'une éclipse totale. Alors effectivement, surtout à l'œil nu. À l'œil nu, effectivement, c'est très très difficile, voire même impossible. Par contre, si effectivement on peut enfin, être aidé par un télescope et muni d'un appareil photo, à ce moment-là, si vous faites focus sur la zone, sur l'échancrure, eh bien là, vous verrez cette teinte cuivrée. C'est ça. D'accord, donc merci pour ces précisions, Pascal, et pour toutes ces informations et que tu as pu nous dire. En tout cas, eh bien, n'hésitez pas, si vous avez l'occasion, à pouvoir tenter l'observation de cette éclipse partielle de lune. Eh bien, nous clôturons cette émission, comme vous en avez l'habitude maintenant, par notre petite sélection des plus belles photos du mois, réalisées donc par nos contributeurs à la chaîne. Et il s'agit tout d'abord de l'image solaire du mois de septembre que nous propose Mathieu, dont on ne présente plus son grand intérêt pour le suivi de l'activité solaire. Et cette image, datée du 26 septembre, fait un focus sur la grande région active AR 3445.
C'est un morcellement de taches dont le champ magnétique complexe a permis la formation de grandes éruptions le mois dernier. Et donc une image faite avec une ouverture de 150 mm, protégée par une feuille astrosolare densité 3,8, dédiée photo et un filtre à bande étroite Bader Continuum. Enfin, eh bien, on a cette deuxième photo que l'on créditera à notre ami Robin, absent aujourd'hui, mais on le salue malgré tout. Et ce sont les dentelles du cygne, faites à l'arrache avec une lunette 94 EDPH. Et on est certain qu'une nouvelle version ajustant quelques heures d'intégration supplémentaires aux 1h40 déjà accumulées nous sera sûrement prochainement proposée par notre ami. En tout cas, eh bien, merci à chacun pour le partage des fruits de son travail. D'ailleurs, à tous ceux qui nous écoutent régulièrement, eh bien, sachez qu'il vous est également possible de nous faire parvenir vos propres photos du ciel et de les voir publiées sur cette chaîne à l'occasion des éphémérides mensuelles en nous les partageant, alors via le lien joint en description de cette vidéo. Donc, aucune exigence n'est attendue. Chacun ne doit pas hésiter à partager quel que soit son niveau et on ne vous demandera bien sûr qu'une présentation précise du matériau utilisé, du traitement effectué et des circonstances d'acquisition. Voilà donc que se termine cette émission. Alors je remercie Pascal et Mathieu pour leur participation à la vie de cette chaîne. Et merci également à ceux qui nous suivent chaque mois et qui sont abonnés à la chaîne, aux likers aussi et bien sûr aux commentaires que vous pouvez mettre sur nos vidéos. Sur cette même chaîne, vous pourrez retrouver beaucoup d'autres contenus, en plus de nos éphémérides mensuelles, qui sont répartis dans diverses rubriques, telles que bien sûr les dernières actualités spatiales, ou encore des conseils d'observation et d'imagerie sur divers cibles planétaires ou ciel profond. En tout cas, n'hésitez pas non plus à aller retrouver le travail personnel de Mathieu sur sa chaîne L'Explorateur du Ciel. Et pour ma part, je vous dis au mois prochain et bon ciel à tous et à toutes.